bonne idée, si on y pense plus de 15 minutes, on finit par la trouver un peu nulle. Je savais que j'avais les capacités d'y arriver, puis j'ai cru en moi, puis ça a marché. Qu'est-ce qui fait qu'on croit en soi ? C'est quoi qui donne cette confiance, qui fait qu'on prend le risque et qu'on y va ? Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé. Toujours, dès le plus jeune âge, dit que je pouvais le faire. J'ai des profs qui m'ont dit que j'étais bête. Mais et j'avais toujours ce soutien familial en me disant « Ah, moi, je peux y croire. Si en fait, ceux qui comptent le plus pour moi y croient, moi, je peux aussi y croire. » 2 aspects de ma vie très importants, repos et fête. Donc t'arrives encore à trouver du temps pour faire la fête ? Ouais. Je suis capable de gérer beaucoup de choses quand ça génère beaucoup de joie. Travailler comme un dingue pour arriver à une inauguration, que je vois les enfants qui rentrent dedans, ils ont le méga sourire et les clients ils se disent « Waouh, c'est trop beau, moi je vais m'éclater. » Bah ça, juste pour ce moment-là, ça je suis prêt. Je vais pas te demander c'est quand l'exit, c'est quoi le plan pour la suite ? Et tu fais un exit, tu dessines un exit que quand ton business il est prêt à faire un exit. Bah c'est smart, il a raison. Hein. Voilà. Nous maintenant l'objectif c'est de monter une grande chaîne de salles d'escalade qui soit rentable, qui soit efficace et qui fonctionne. Et pour ça, c'est de s'étendre sur le territoire en Suisse. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Salut Arthur. Salut. Bon, super contente de t'avoir dans mon podcast. C'est partagé. On se connaît de longue date, j'ai envie de dire, vu que ça fait plus de 10 ans maintenant. On a lancé nos business plus ou moins en même temps, respectivement dans le premier espace de coworking qui s'appelait La Muse. Purée, alors ça date la muse. Hein. C'est clair. Je pense que je me rappelle encore, avenue Mondor 41, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'était quelque chose. Hein. Ça fait super plaisir de te voir et de voir aussi nos parcours respectifs. On va pas faire le bilan, c'est pas l'idée non plus, mais de voir que finalement, on était entrepreneurs dans l'âme à ce moment-là, puisque tu te souviens, après 3-4 mois, ou pas longtemps en tout cas, on s'est fait mettre dehors parce qu'on était à la fin du bail, on n'avait plus d'espace de coworking et on a dû trouver notre solution. C'est juste, juste. Et tu nous as monté des Florent a trouvé un espace qui est ici à Work & Share d'ailleurs à Lausanne, à Ouchy. Tu nous as monté des tables, on a tout déménagé, sur 2 mois de temps. On voyait vraiment les profils des gens entrepreneurs qui se bougeaient, qui étaient des merdes et qui étaient prêts à relever tous les défis pour qu'on crée notre propre espace de coworking, tu vois. Ouais, ça avait été une belle époque. Puis en plus de ça, on avait réussi à créer un chouette groupe, un chouette lien entre nous pour réussir à s'amener, comme tu disais, à déménager, faire les tables. Chacun avait un rôle assez particulier. Il y avait Maxime et David qui étaient dans l'IT, qui fallait de l'IT. Il y avait Sylvie qui s'occupait vraiment de faire le marketing, moi qui devais faire la construction. Donc c'était drôle, on avait tous chacun amené à sa façon, dans son expertise. Non, c'était chouette. Et puis effectivement, on a profité de tout ce moment pour chacun y contribuer. Puis je suis tellement content de pouvoir revenir, de voir comment ça a été en plus transformé, c'est magnifique. Puis nous, surtout, comme tu dis, plus de 10 ans maintenant qu'on se connaît, qu'on a monté les business au même endroit ensemble. Ouais. Donc c'est assez émouvant d'être là pour moi. Ouais, grand plaisir partagé, vraiment. Et puis la raison pour laquelle je t'invite, c'est que je trouve que tu as un parcours vraiment extrêmement riche, diversifié, aussi de par, moi quand je t'ai connu les tout débuts, on en parlera, tu nous expliqueras un petit peu d'où tu viens pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et puis ce que tu as construit aujourd'hui, moi je suis vraiment admirative, je te suis aussi beaucoup sur les réseaux et on ne se voit pas assez, on a eu beaucoup fait d'apéro ensemble au tout début. Et puis, c'est vrai qu'après, quand tu es parti, tu as quitté l'espace de coworking, il a créé ta boîte, tu vas nous en parler. Et je trouve que tu réussis magnifiquement bien et c'est très inspirant, très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Merci. Arthur, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es, c'est quoi ton business aujourd'hui pour introduire la discussion? Donc moi, je suis Arthur Van Huys, j'ai 35 ans, je suis papa de 2 filles et je suis cofondateur de Totem Escalade, qui sont une chaîne de salles d'escalade sur l'Arc lémanique. Donc, tu as commencé avec une salle du côté d'Écu Blanc, je me souviens, l'ouverture. À Gland. Ah, la toute première, c'était Gland. Gland. Oui, bien sûr, évidemment, c'était plus loin, c'est juste. Gland. Mais c'est que maintenant, il y en a plusieurs, j'ai peine à suivre. Alors, dis-moi, tu as combien de salles aujourd'hui? Alors, j'en ai, on a 6. Okay. 6 salles entre Vevey et Mérin. Ok. Donc, on a ouvert la première à Gland, c'était en 2016. Ensuite, on a ouvert Versoix et Vevey en novembre et décembre 2017. Puis ensuite, on a ouvert en octobre 2018 à Écu Blanc.
Et après le Covid, en 21, on a ouvert Mérin. Et là, on vient de racheter une société à Vernier qui s'appelle Le Mall. Ok. Et du coup, on est en train de, elle est opérationnellement complètement intégrée à Totem. Et gentiment, on intègre, on a toutes les gardes et les équipes. Donc, Vous allez garder le nom ou vous ne savez pas encore? on ne sait pas encore. C'est tellement plus simple que tout s'appelle Totem. En tout cas, ça, je ne sais pas si ça sera Totem. Si on garde Le Mall, ça sera Totem Le Mall. Peu importe. Tant que les gens ils sont contents, Mais que donc c'est facile maintenant, à tu communiquer. t'épuises plus à en construire des nouvelles, tu fais de l'acquisition. C'était pas prévu, hein. C'est arrivé comme ça parce que bon, il y a eu cette opportunité. Quelqu'un m'a contacté en me disant bon, il faudrait qu'on se parle parce que ça me fonctionne pas. D'accord. Et du coup, eh bien, on a eu une discussion et puis on a racheté cette société Ok. pour faire en sorte qu'elle tourne. Ok, extra. Donc, Bon, on va revenir un petit peu comme sur ton parcours. Parce que nous, quand on s'est rencontrés, pour moi, tu étais charpentier, en train de développer une entreprise dans les services où tu faisais des plans, des aides à la construction de ces charpentes, les constructions en bois, c'est vrai. juste. C'est ça. Et puis, par contre, c'est vrai que très rapidement, on a vu que ça a tourné, en fait, ça a basculé. Tu étais très fort aussi en escalade, en grimpe notamment. Et tu as fait le choix de partir dans ta passion, avec celle qui est devenue ta femme aussi, avec qui donc, tu avais cette passion commune de l'escalade et de la grimpe. Et tu arrives à expliquer pour les personnes qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qui a été ce moment de déclic où tu t'es dit, ben voilà, je lâche, parce qu'elle marchait bien ta boîte en plus. Hein. Qu'est-ce qui a fait que tu as lâché ça pour lancer Totem et comment ça s'est passé? J'ai toujours un petit peu fait ce que j'aimais. Mes parents ils m'ont dit un truc toujours, c'est quand j'ai commencé mon apprentissage, tu dois certainement le connaître, c'est que mes parents ont fait des études, sciences économiques, sciences politiques, puis moi j'ai dit, laisse tomber, j'arrête les études, ça me gave, j'ai pas du tout envie de faire. Et j'aurais dit, il me dit, bon, tu veux faire quoi? Je dis, je veux faire charpentier. Je dis, charpentier? Mais t'es sûr? Alors pour les personnes qui nous écoutent, j'ai exactement le même cas de figure avec mon fils qui est en train de démarrer menuiserie. Voilà, voilà. Et en fait, ils m'ont dit, écoute, comme tout parent qui se respecte, hein, on se dit, bon, on va essayer de comprendre, essayer d'accompagner. Donc, ils m'ont accompagné là-dedans. Je me rappelle très bien un truc, ça a été toujours, si tu le fais à fond, tu le fais bien, tu fais la matu, c'était la condition, tu fais la maturité. Et du coup, je l'ai fait à fond. Je n'ai jamais remis en question le fait d'y arriver ou pas, ça se faisait, j'allais au bout. Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé construire, j'ai bien aimé faire des choses, mais je me mettais toujours vraiment les moyens pour y arriver. Donc, quand j'y étais, c'était un truc à la fois, mais c'était bien fait. Et en fait, j'avais beaucoup de plaisir à le faire. Et en gros, après, de fil en aiguille, j'ai eu un ami qui s'est blessé en charpente, qui du coup m'a un peu remis en question le fait de rester sur un chantier. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait des études après, à Mathieu, puis en plus l'école du bois. Et en fait, pour financer l'école du bois, moi, j'ai commencé à faire ma première entreprise. Donc, j'ai monté cette boîte-là. Donc, j'ai pas vraiment non plus réfléchi. Il fallait que je subvienne à mes besoins. Puis mes parents, ils devaient m'aider. Et puis, ils pouvaient m'aider. Hein, mais j'ai envie que ça marche pour moi tout seul. Déjà, à ce moment-là, voilà. Du coup, j'ai monté mon premier bureau d'études comme ça. Et du coup, j'avais mon patron à qui j'ai fait mes stages. Il me donnait du boulot régulièrement. Ça allait, ça subvenait. J'avais un peu d'argent. Ouais, quelques milliers de francs par mois qui me permettaient de ne pas demander de l'argent à mes parents. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé ma première entreprise. Donc, il n'y avait pas vraiment une grande réflexion autre que j'en ai besoin. Du coup, je l'ai fait. Et du coup, après, par contre, quand j'ai fini les études, là, il y en avait plus que besoin, puisque mes parents m'ont été très clairs. T'as plus d'études, on t'aide plus. Enfin, ce qui est assez sain. Et du coup, j'ai à fond. Et là, j'ai démarché à mort. C'est là où j'ai pris mon bureau à la Muse, on s'est rencontrés. Et démarcher, ça ne marchait pas du tout au début. Hein. C'était un peu plus compliqué parce que mon patron m'a pas continué à me donner du travail. Tout de suite. Voilà. Et du coup, là, il a fallu un petit peu trouver d'autres mandats. Donc là, je me suis mis à fond. Puis après, une fois que ça fonctionnait bien, que j'avais une quarantaine de clients réguliers, j'avais même un collaborateur, là, à ce moment-là, ça roulait, c'était cool, c'était agréable, on s'éclatait, hein, on avait des bons moments, on se faisait des bons apéros, c'était vraiment les super moments de work and share et tout, donc ça c'était cool. Puis en fait, il y a eu cette opportunité, j'avais vendu un mur de grimpe quelques années auparavant, j'avais réalisé un travail pour une association, puis je l'avais offert à condition qu'ils le gardent. Puis comme ça leur coûtait cher de le garder, ce mur, et bien en fait, ils m'ont proposé de le vendre. Puis je dis, ok, alors moi, si vous le vendez, il me faudra prendre une partie aussi de cette vente pour moi, quoi.
Du coup, on avait fait une transaction, il y avait une partie qui venait chez moi, une partie chez eux, donc c'était vraiment hyper clean, ça marchait bien. Sauf que cette société, eh ben, ça fonctionnait pas. Elle s'appelait Totem, et c'était à Gland. Et après, dès quelques mois, il n'arrivait pas à me payer ce qu'il me devait. Et puis au bout d'un moment, on a trouvé une façon de faire, qu'ils étaient deux. Et ben, il y en a un des deux qui a été racheté. Et c'est comme ça que moi je suis rentré on est rentré, on était quatre au tout début. Et en fait, c'était un truc un peu passion, on se dit ah bah cool, pourquoi pas monter une boîte à côté. De toute façon, moi j'ai ma boîte qui marche bien, et puis j'ai un peu de temps, aussi des fois un peu à côté, donc bah tiens, c'est sympa. Donc en plus, il y a de la construction à faire, il y a de la planification à faire, en plus il y a de la grimpe, donc génial, enfin il y a tout qui fonctionne quoi. Et là, il y a mon associé qui me dit écoute, Arthur, alors moi, si c'est pour servir des bières au bar tous les soirs, ça m'intéresse pas. Je dis ok, très bien, pourquoi? Il me dit moi, si on fait un truc, on fait un truc grand. Si on fait les choses, on les fait bien. Et puis là, il y a tout qui s'allume et j'ai fait ah oui, si on fait les choses, on les fait bien, effectivement. Ça me parle. Ça me parle. Et lui, il a travaillé une vingtaine d'années en Silicon Valley, vraiment en tant que PDG, donc plutôt dans la stratégie. Il était plus âgé, donc. Il est toujours plus âgé. Il avait 30 ans de plus que moi. Ok. Et en fait, bah, moi, j'ai tout de suite dit, j'ai fait, ah ouais, moi, je suis à fond. Ouais. Puis je lui ai dit, bah, alors moi, j'étais à minoritaire puisque j'étais rentré qu'à hauteur de ma facture. Mhm. Et là, je lui ai dit, mais les gars, je peux m'aligner, je peux me mettre à part égale. Parce que je me vois mal mettre autant que tout le monde et puis d'avoir quelqu'un dans l'histoire où on n'est pas tous égaux. Mhm. Puis là-dessus, il m'a dit, ah, à fond, ouais, trop bien. Et du coup, bah, genre, j'ai mis de l'argent. Hein. Je suis allé chercher de l'argent. Bah oui, il a fallu le trouver quand même. Parce que forcément, j'étais quand même un petit peu jeune. Bah, 25 ans, quoi. Voilà. Et j'avais pas mis de côté parce qu'en plus, dès que ça a commencé à bien marcher, ben, j'ai pas Bonne eu. life, quoi. Ouais, bah voilà, quoi. Enfin, tu vois, puis c'est pas que je gagnais non plus des milliers et des cents, mais ça marchait. Mais j'avais pas pu mettre plusieurs dizaines de milliers de francs de côté, clairement pas. Ouais. Et de l'argent, tu l'as trouvé où alors à ce moment-là? Eh bien, j'ai emprunté à ma copine de l'époque, qui est ma femme maintenant. Ok. Donc, bien fait de miser, de croire en moi. Et donc, moi, je m'étais engagé à lui rembourser, quoi que ce soit, s'il y a un problème. Et puis, elle m'avait avancé cet argent, sans intérêt. Je lui avais dit, en rigolant, on payera les intérêts chaque année, je t'inviterai au restaurant, un magnifique restaurant. Donc, on s'est fait. Et entre-temps, on a maintenu cette comment dire ça, tradition cette tradition exacte de dire il n'y a plus d'intérêt de toute façon maintenant, mais c'est plutôt pour se dire bon bah c'est un bon moment, on s'en rappelle. Ouais, c'était une aventure commune aussi, voilà, de base. Exact. De foi aussi, de croire en l'un et l'autre. Ouais, parce qu'il faut savoir aussi à ce moment-là, c'est Cano qui est tombée enceinte, donc de notre premier enfant, on voulait absolument. Hein, donc c'était voulu, mais voilà. Mais c'était allez, on fait tout en même temps, quoi, tout va bien. Ça je me rappelle, ça je me souviens, je sais juste pas comment tu as fait, comment vous avez fait. Bon, on l'a fait. Ouais, ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, mais c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Non, et en fait, on a commencé. En fait, c'est comme ça. Il n'y a pas eu vraiment ce déclic. C'était là, on y allait, l'idée m'a plu, allez, go. Et moi, j'aime pas non plus. C'est marrant, j'ai parlé l'autre jour, je voulais m'acheter une autre voiture, puis j'ai dit, ah ouais, j'y réfléchis hyper longtemps, ça m'a pris au moins 5 minutes. Des fois, il faut juste y aller, quoi. Et une bonne idée, si on y pense plus de 15 minutes, on finit par la trouver un peu nulle. Et voilà, moi, je savais que j'avais les capacités d'y arriver, technique. T'as foncé, quoi. Voilà, go, quoi. Et puis voilà, puis j'ai cru en moi, et puis ça a marché. Qu'est-ce qui fait qu'on croit en soi? C'est quoi qui donne cette confiance, qui fait qu'on prend le risque et qu'on y va? Je vais donner beaucoup de crédit aussi à mon éducation. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé et qui m'ont toujours, dès le plus jeune âge, dit que je pouvais le faire et que c'était... J'ai des profs qui m'ont dit que j'étais bête, vraiment des fois avec des mots qui se disent pas à des enfants. Mais et j'avais toujours ce soutien familial en me disant « T'en fiches, tu sais que tu vaux mieux que ça, tu sais que t'es différent, tu sais que... » Et puis en fait, ça m'a vraiment poussé à me dire « en fait, ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je peux y croire. Si en fait, ceux qui comptent le plus pour moi y croient, moi, je peux aussi y croire. » Et ça, je pense que j'y mets beaucoup de crédit là-dedans. Okay. Puis après, il y a eu d'autres étapes plus tard, parce que forcément, ça ne suffit pas, où moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur ma personne en me disant, j'y crois, ça doit marcher. Et ma première boîte, ça a été le plus gros challenge pour moi, c'est que ça ne marchait pas du tout. C'était vraiment une galère, ce n'était pas possible. Et quand ça ne marche pas, tu te dis, non mais il faut y aller là, il faut se convaincre.
Et en fait, je m'étais vraiment convaincu que non, j'étais capable d'y arriver, j'étais vraiment sûr de moi, ça fonctionnera, et qu'il fallait juste que je trouve le bon truc. Et en fait, le bon truc, ça va être juste tout simplement de démarcher des clients, quoi. Et Ah bah oui, il faut être commercial aussi, voilà. même quand tu peux être artisan ou consultant ou je ne sais quoi, mais à un moment donné, il faut vendre, se vendre. Mm. Et on n'apprend pas forcément ça à l'école non plus. Hein, Non. On n'apprend pas à se vendre, on apprend juste à est-ce que c'est bien? exécuter. Et Voilà. voilà. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Oui, ok. Mais pas à dire, moi, je vous propose, je fais quelque chose de bien, ça vaudrait la peine de venir me rencontrer. Et ça c'est un apprentissage. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as justement appris aussi quand tu t'es lancé dans l'aventure Totem et que tu t'es associé? Il a fallu convaincre, j'imagine, des banques, des investisseurs. Enfin, il y avait beaucoup de fonds à investir. J'imagine ces grosses salles, il y a du matos dedans, il y a beaucoup d'investissements. Comment tu as monté cette aventure avec tes cofondateurs et quelles compétences tu as pu apporter et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ce que vous avez pu construire ensemble et puis peut-être à la vision à court, Ouais. moyen, long terme? Alors nous on était quatre au tout début. Alors fondamentalement on était vraiment trois à travailler vraiment à fond sur le projet. L'autre était plutôt actionnaire passif, non exécutif. Et puis ensuite après coup, comme on avait les trois en travail, dès qu'on a commencé à vraiment croître, on est resté que deux vraiment dans l'exécutif. Mhm. Ils sont restés actionnaires, mais nous on était vraiment exécutifs avec Ok. Kilko, mon associé. Et lui, depuis 8 ans maintenant, on est vraiment... en plus, j'ai de la chance avec Kilko, c'est qu'on est deux personnes qui sommes vraiment différents. Et surtout, c'est qu'il m'amène beaucoup d'expérience. Moi, j'amène beaucoup de punch, beaucoup C'est d'idées. toujours la même personne qui a 30 Ouais. ans de plus que toi? Ok. Voilà, Kilko, ouais. Et c'est devenu un de mes meilleurs potes, quoi. Donc vraiment, j'ai jamais eu un problème de confiance avec lui. On a toujours eu un truc vraiment assez particulier. Et ça, je suis hyper chanceux là-dessus aussi. Ok. J'ai- Mais donc vous avez juste eu l'appui des banques et pas d'autres invests que les quatre? Eh bien, en fait, on a d'abord commencé avec notre propre fonds propre. Mhm. On a pris aussi de l'argent auprès du cautionnement roman. Donc là, on va tous se voir autour d'une table et un notaire et on dit vous êtes tous garants personnels. On dit oui, Hmm. puis on signe. Ok. Puis après, on dit ok, on prend 2 baux, 3 baux, parce qu'en plus, nous, on a décidé de faire tapis direct. Donc, on a monté Gland, on a fait marcher, puis après, on a fait signer on a construit 3 salles de plus en 11 mois. Donc, c'est passé de 8 collaborateurs à 90 collaborateurs en 11 mois. Là, plus savoir comment s'appeler, c'est le bon moment. Sans compter que la majorité est en construction, c'est pas encore en train de tourner, il n'y a pas encore de cash qui Et j'ai rentre. oublié encore que pendant ce temps-là, j'ai eu ma deuxième fille qui est née aussi. Donc, non, ça avait été une période assez chargée. Mais alors, j'en rigole parce que, en fait, je sais, c'est marrant. Mais ouais, c'était pas un problème pour moi. Je voyais pas le problème. Bah oui, on monte des salles, oui, on fait à fond. Puis oui, pourquoi pas faire un autre bébé? Ah, puis oui, pourquoi pas acheter une maison? Comme Ah, ça c'est fait. bah voilà, comme ça c'est fait, c'est plus à faire. Et non, mais c'était génial. Moi, j'ai passé des années de dingue, c'était trépidant. Mais avec du recul, justement, tu referais pareil en fait? Ah ouais, Ouais. c'était tellement excitant. C'était génial. Moi, j'étais au front tout le temps. Donc t'étais shooté à l'adrénaline Ah, moi, pendant 3 ans en fait. j'avais le couteau entre les dents. Jusqu'au Covid, c'était comme ça. On était tout le temps À fond. à fond. C'était génial. En fait, et là où je reviens dans mon rôle, c'est moi, je construisais les salles, je développais, je devais trouver des nouveaux espaces, je devais engager des gens, alors je le fais toujours, hein, mais c'est plus autant Ton job. aussi rapide que ce que je faisais avant. Mhm. Mais on construisait, on y allait, j'avais les équipes qui bossaient à Vevey, à Versoix, on allait là-bas, on travaillait jusqu'à minuit, on allait boire des verres. Enfin, c'était vraiment hyper fun, c'était hyper cool, c'était hyper intense. Et mon associé, Kilko, lui, il faisait tout ce qui était à partie finance et marketing. Et donc les offres, hein, tout ça, tout ce qui était là-dedans. Et moi, je construisais, je faisais en sorte que ça fonctionne. Ok. Et en fait, c'est ces deux rôles-là on n'était pas ensemble directement, qui a permis en fait qu'on fasse ce qu'on a fait. Et puis au niveau de l'aide qu'on a reçu, donc on a reçu d'abord ce cautionnement roman, donc un prêt cautionné, un prêt de l'UBS cautionné par le cautionnement roman. Et puis ensuite, on a financé nos murs de grimpe avec des leasings. Avec des leasings? Ouais, des leasings Je n'avais bancaires. pas pensé que c'était possible. D'accord. Ouais. Et ça a super bien fonctionné. Parce qu'en fait, c'était enfin l'occasion de pas être Pas tout garant sortir. personnel, quoi. D'accord. Ok. Parce que tout était garanti personnellement avant. Et ça, c'était vraiment...
Bah, lourd quand même, hein. Petite Bah, charge mentale. ouais, mais en même temps, c'était pas un problème immédiat. Donc, tant que c'est pas un problème immédiat, que t'en fiches un petit peu, tu vois, tu te dis, bon, bah, Mais qu'est-ce qui te garantissait que la grimpe, ça avait le vent en poupe en 2016-2017, ça allait continuer? Rien. Ben, rien du tout. T'as fait des études de marché? Absolument pas. Bah, alors, faut savoir que moi, je grimpe depuis plus de 25 ans maintenant. Ouais, 25 ans. En fait, ça fait 25 ans que je grimpe. Ben, j'ai commencé dans les premières salles de grimpe. Les salles de grimpe que je voyais sur l'Arc Lémanique, elles étaient toutes pleines. J'organisais des compétitions de grimpe qui s'appellent Clamania, que j'organise toujours. Elles étaient pleines, ça fonctionnait bien. Il y avait vraiment une traction au niveau de la grimpe qui était assez intéressante. Mhm. Je faisais les compétitions, donc je peux pas dire que j'ai fait une étude structurée. Oui, tu le connaissais, le marché, mais t'étais j'étais dedans, déjà quoi. dedans. Voilà. Ouais. Du coup, ça me donnait une certaine conviction dans ce que je faisais en me disant ah waouh, ben ça je pense que ça devrait marcher. Mhm. J'y crois à fond. Et puis après, ben, on a un rêve quoi. Et puis on a envie d'y arriver. Et puis tant que ça marche, ben, tant qu'on voit que ça prend, ben, on n'a pas envie d'arrêter. Et puis il y a eu le Covid. Il y a eu le Et Covid. voilà. Et puis alors là, il y a beaucoup de rêves qui sont devenus waouh. Le Covid, ça a été vraiment quelque chose d'assez violent. On va dire. C'était Bon, la plus grosse difficulté, tu dirais, rétrospectivement, sur les 10 ans, enfin non, du coup ça fait pas 10 ans, sur les 8 ans, depuis le tout début de Totem, ou bien non, il y a eu plus gros que ça, pire que ça comme difficulté? alors, il n'y a pas eu pire. Le Covid, c'était vraiment. On avait d'autres difficultés. On avait déjà failli. On avait déjà, Frôler on avait déjà bien mordu la bande une fois. Mais puis on s'en était bien sorti, franchement, ça avait cartonné. Mais bah, donc on était passé de 0, enfin de 5 collaborateurs à 90. Hein. Il y a beaucoup d'étapes qui ont été brûlées et forcément, il y a eu 2-3 fois où ça a été un peu dommages limite. collatéraux, oui. Voilà, donc on a un peu mordu la bande à ce moment-là, mais ça s'est bien passé. Donc on a réussi. Le Covid, ça a été le pire, c'était d'un point de vue humain. Enfin, ça pour moi a été le plus violent. Il y a eu déjà le clivage dans la société qui était vraiment dingue, mais ce côté où en fait on se retrouvait un peu nous-mêmes seuls face à nous-mêmes, avec nos décisions qu'on essayait de prendre, qu'on essayait de comprendre du Conseil fédéral et tout. Et ce côté où en fait tu deviens... Tiens, que je te disais, on était en pleine croissance, ça bougeait, on était tous à adrénaline, c'était vraiment chouette, on avait une équipe qui était à fond. Et là, on met tout sur pause, tout en stand-by. Voilà, exact. Et en fait, tu deviens le référent de l'État et tu deviens un petit peu la personne à qui, en fait, qui fait le bien et le mal, quoi. Qui verse le salaire ou pas. Pourquoi il verse autant, pourquoi pas plus? C'est sûr que c'est lui qui décide de ça. Et en fait, ouais, mais pourquoi lui, mais pourquoi pas moi? Mais pourquoi si je touche que tant, j'ai pas le droit à 100% de mon salaire? Moi, j'applique. C'est ce que l'État me dit de faire. Oui, mais machin. Et ça a été ce truc où j'avais le silence radio de beaucoup de gens pendant le mois. Et là, on envoyait les fiches de paye. Et là, c'était la pluie assassine de messages, de vraiment... D'incompréhension. Voilà, et et tout ça. Et surtout aussi de la part des fois de clients qui nous donnaient des trucs qui étaient vraiment bizarres. Enfin, moi, c'est le truc, ça m'a... C'était le pire, on va Ouais, dire. vraiment. Ça a été Humainement, dur. Ouais. affectivement, psychologiquement. Ouais, clairement. Après, techniquement, franchement, les sociétés, je peux pas dire que c'était facile, mais... Enfin, comme tout le monde, hein, on a fait le dos voilà. rond, on a attendu, et puis voilà. C'est ça. Mais, Puis il y avait les aides, donc on a quand même pu naviguer là-dedans, puis ça a fonctionné, quoi. ok. Dans les aides, ont permis d'assurer le minimum de chez minimum, mais quand même le minimum. Donc ça allait. Donc ça n'a pas mis le business par terre. Non, mais c'est surtout qu'on avait réussi il y a quelques années à avoir plusieurs records d'un autre arc, et notamment le marché des enfants. Et ça, le marché des enfants qu'on avait déjà développé, parce qu'on voulait le faire plusieurs salles, et pour lever de l'argent, notamment, il faut montrer qu'on a un chiffre d'affaires qui est en croissance et qui est stable. Oui. Et la grimpe, c'est un peu les dents de scie des fois. Et le marché des enfants, pendant les vacances, quand il fait beau, qu'il fait chaud, qu'il n'y a personne qui veut grimper, les enfants, ils peuvent venir en camp d'été. Et ça, c'est un truc qui a vraiment, nous a d'être déjà très mature au moment du Covid pour les camps d'enfants. Et en fait, ça nous a vraiment permis, dès qu'il y a la fin du premier semi-confinement, qu'on a eu, en fait, les parents, ils ont pu ouvrir les portes des maisons et dire let's go. Prenez. Des fois, à 10h le matin, nous appelaient, on disait il y a encore de la place dans vos camps? Oui. Voilà, ils nous les amenaient.
Alors, on a Ok, été ok. très opportunistes. On a appelé les moniteurs, oui, c'est fini les racheter, vous pouvez revenir, on a du boulot. Ok, Ok. ouais. C'était pas d'ailleurs l'idée d'Anouk à l'époque? Enfin, ou en Euh, tout cas, je sais pas l'idée, mais c'est elle qui a pris le relais aussi pour développer ça. Absolument, c'était clairement à nous qui le fait toujours d'ailleurs. Mhm. Ok. Alors au tout début, je me rappelle, on avait une centaine d'enfants, voire 200 enfants. C'était compliqué, on n'arrivait pas toujours bien à faire tout ce qu'on voulait. Euh, et puis on trouvait ça très compliqué d'ailleurs. Et puis on s'était dit, bon, il faut qu'on double. Je me disais, mais Non, mais comment? pourquoi on s'est dit ça? Alors, mais on s'est dit, bon, faut qu'on double. Mais Bah, why? parce qu'il fallait que ça marche mieux. Mais pourquoi? En fait, des fois, c'est marrant, j'ai remarqué que des fois, plus c'est grand, paradoxalement, moins c'est compliqué. Parce que plus tu peux être concentré sur des choses compliquées, sur un truc compliqué. Explique-moi, Arthur. Je vais expliquer ça différemment. Quand tu as 10 enfants pour un camp qui vient faire chaque semaine dans une salle, tu vas essayer de... Enfin, tu peux... Oui, tu fais du sur-mesure, tu ouais, tu prends fais le sur temps, tu mesure, exact. accompagnes. Mais c'est un peu difficile d'acheter un bus parce que tu as peu de marge, c'est difficile Ah oui, pour le développement des d'avoir services complémentaires. Voilà, tu peux pas vraiment, enfin, tu pourrais pas vraiment avoir une salle de grimpe parce que tu devrais aller ailleurs, tu devrais Mhm. squatter ailleurs, tu n'aurais pas les mêmes investissements. Donc, donc Mhm. finalement, quand tu rajoutes une grande masse de revenus, ça te permet de développer ton offre qui sont un peu plus conséquentes. Et puis adapté à un marché plus niche, en l'occurrence là, les enfants. Voilà, et, Ok. et c'est là où on disait, bah, doublons. Et puis bon, il faut savoir, quand tu es entrepreneur, c'est aussi pourquoi on est toujours là, nous, c'est qu'on veut croître, on veut grandir, il faut que le business il augmente, il faut qu'il double, il faut qu'il triple, enfin, on parlait de ça tout à l'heure, justement, l'entreprise a quintuplé en l'espace de quelques années hein, chez toi. Et toi, il a fait fois 140. Non, elle a bien bougé, effectivement, ouais. Mhm. Et entre guillemets, ben, là, ben, l'objectif, c'est de toujours être de dire, bon, là, on maîtrise. Donc, si on maîtrise 100 enfants, pourquoi est-ce qu'on ne maîtriserait pas 200? Puis si on en maîtrise 200, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'en maîtriser 500? C'est ce genre de choses-là où, quand c'est grand, ben, on Mhm. peut se concentrer sur des choses et du coup, on arrive à vraiment établir des solutions qui marchent super bien. On a Ok. développé notre propre app qui est juste pour gérer les camps. Parce que quand un enfant a une allergie au gluten ou bien aux piqûres Ah d'abeilles, bah oui, s'ils sont pas 12, voilà. il faut gérer hein, du coup. Mais quand il y en a 90 dans un groupe, C'est ça. que c'est l'heure de faire à manger, Ouais. qu'on a 1 heure et demie pour faire manger 90 enfants, ben, il faut être sûr Où est-ce que... qu'elle est la petite Elisa qui... Voilà, voilà. exact. Et bien on a fait une app maintenant aussi Ok. pour gérer ça. Donc c'est pour ça que je dis des fois plus c'est grand, moins c'est Je compliqué à comprends gérer. ce que tu dis. Ok. On va parler de chiffres un petit peu. Très à l'arrache. Hier soir, nous avons lancé un sondage avec Julia. Où on a posé 4-5 questions à notre panel pour voir un petit peu chez les gens qui vont ou pas d'ailleurs à la grimpe ce qu'ils en pensaient. Donc c'est des chiffres qui ne sont pas finaux, mais en tout cas c'est un peu des premières tendances. Et tu ne les connais pas encore. Donc on est sur le public de la Suisse romande. On s'est dit qu'on allait s'arrêter à 50 ans, non pas parce qu'après 50 ans on ne peut plus faire de grimpe, mais bon on en avait beaucoup moins, donc on s'est quand même concentré sur les 18-50. Et on a fait moitié-moitié, 18-30 ans et 31-50 ans dans notre échantillon. Et à ton avis, au total, il y a combien de ces Suisses romands, donc c'est un échantillon représentatif, qui font ou ont fait de la grimpe à un moment donné? Ça inclut aussi l'escalade. Je sais pas en Suisse romande, je sais en Suisse combien on fait de la grimpe, Mhm. qui est plus ou moins... Alors, combien de personnes au total ou un pourcentage, on va dire, la Le Suisse romande? pourcentage sur le total, ben moi c'est un petit échantillon parce que du coup, tu vois, hier soir, Ouais. aujourd'hui, j'ai 400 personnes qui ont répondu. Ah ouais, super. Donc, c'est-à-dire sur les 400, je pense qu'il doit y avoir... moi, je pense que sur ton échantillonnage, tu dois avoir beaucoup de monde quand même. En Suisse romande, une centaine? Donc tu dirais que ça fait 25%. Un peu plus? Bon, je 18-50 ans. Mais après... Attention, hein, moi j'inclus ceux qui ont déjà essayé, Ouais, justement. qui reviennent plus. Tu vois, Bah, 20%. 20%. Alors bah, tu vas halluciner, c'est 45%. Par contre, Wow. effectivement, donc il y a énormément de j'ai essayé et je suis pas revenue, tu Ah. t'en doutes. Dans les pratiquants, c'est vrai qu'ils sont très peu nombreux. Il y a moins de 10%, donc on est plutôt sur du 7-8%. Donc c'est plus que 2%. Après, je suis pas sur la population totale, donc c'est peut-être pour ça. Je pense sans surprise, on a plus d'utilisateurs chez les moins de 30 ans. Mhm. Mais par contre, effectivement, gros levier de croissance sur les 30-50 ans pour les familles. Ouais. Tu en parlais juste avant, donc je pense que ça ne te surprend pas. Ça me surprend pas, non, les familles. C'est un de nos gros marchés. Et c'est un des sports que tu peux faire avec tes enfants. Ou c'est pas comme quand tu vas faire du vélo ou quand tu vas avec ton enfant qui a 6 ans, bah, tu fais pas du vélo pour toi. Comme moi, je fais du vélo de route des fois.
Bah, quand tu vas avec ton enfant de 6 ans, c'est pour passer un moment avec lui. C'est ça. Tandis qu'à la grimpe, tu peux le faire grimper, lui à fond, puis toi au fond à côté. Et ce que je peux te dire aussi, tu me diras comment ça résonne chez toi, c'est que je pense sans surprise aussi, les femmes plutôt intéressées par un développement de services complémentaires en lien avec du yoga, et les hommes, salle de musculation. Un peu de stéréotype, mais bon, voilà, force est de constater que ça reste. C'est comme ça. Voilà. Tu confirmes par rapport à ce que toi tu peux observer? Ah bah, clairement, enfin, je veux dire, on a développé justement le yoga et la partie fitness, justement pour répondre à un peu la demande de clientèle. C'est vrai que moi je fais pas du tout de yoga, c'est quelque chose Qui t'est inconnu? Ou que toi? j'ai essayé parce que j'ai des super profs de yoga à Totem qui sont vraiment géniales, mais c'est juste pas mon sport. Mhm. Mais par contre, je comprends pourquoi est-ce qu'on aime ça. Ok, mais comment tu as pu sonder cette demande? Alors, moi j'ai fait le sondage et ça ressort du sondage. Comment tu as senti toi ces attentes de la Alors, clientèle? le yoga, c'était clairement un truc de mon associé. C'était là où je voulais en venir. C'est mon associé, lui, il disait, aux États-Unis, il n'y a pas une salle de grimpe où il n'y a pas de yoga. Je dis, oh bah tiens, essayons. Inspiration, bah voilà. Et on a essayé, ça n'a pas du tout marché. Ok. C'était un flop, mais total. On s'est vraiment remis en question. On s'est dit, mais attends, c'est pas normal. Enfin, non, pourquoi est-ce que ça marche pas? Et en fait, parce que bon, on a fait l'erreur, qu'on n'a d'ailleurs pas reproduit au moment où on a fait du fitness, c'est qu'on a fait un studio de yoga. Et du coup, tu es en concurrence avec tous les autres studios de yoga. Et tu vends ta démarche comme un studio de yoga. Ah oui, ok. Tandis que quand tu le vends comme salle de grimpe, mec, tu peux faire du yoga. Et du coup, tu as un prix commun pour faire de la grimpe et du yoga. Bah, tu te compares avec plus personne. Au contraire, tu es dans cette complémentarité et une C'est plus ça. grande diversité de l'offre. Ok. C'est ça. Et maintenant, c'est là où on a voulu développer encore. Et c'est là qu'en fait, dès le moment qu'on a mis ce pass addict en place, c'est là que le yoga a pris. Et c'est là aussi qu'on s'est dit, bah tiens, on pourrait faire aussi fitness supplémentaire. Et ça, c'est arrivé pendant la partie 2020-2021. Mhm. On a rajouté, j'avais racheté du matériel à un ami qui fermait sa salle de fitness privée pendant le Covid. Du coup, j'ai tout racheté, on a mis à écu blanc. On a testé le truc, on s'est dit, ouais, ça marche super bien. Les gens ont l'air d'apprécier de pouvoir. Alors, c'est pas quelqu'un qui veut se dire, je vais chez Let's Go ou chez Totem, rien à voir. Mais par contre, il y a des machines qui sont qualies, qui sont des machines professionnelles. Et ça permet, quand on n'a plus de peau au bout des doigts ou qu'on voudrait plutôt aller se faire une session rapide, d'aller tirer un peu de la fonte. Mhm. Et ça c'est le service complémentaire qu'on propose. Grimpe, yoga Ok. et fit. Après, j'ai de parler un petit peu des freins, hein, le pourquoi ils viennent plus. Alors bon, je vais de me souvenir de mémoire. Hein. Chez les hommes, il y avait quand même le côté prix. Mhm. Et le côté, tout ce qui était assez technique, tu vois, donc les parcours, excuse-moi, j'ai plus le vocabulaire, enfin vos pistes là, tu sais, Les blocs, ouais. les pistes du bloc. Et chez les femmes, c'était soit c'était un peu plus le côté ambiance, et le côté, il y avait un peu plus ce côté un peu plus, enfin qualitatif de communauté, voilà. Et en creusant, il y avait ce côté communautaire qui est beaucoup plus important chez les jeunes, qui semble être vraiment important pour eux, de se retrouver entre eux. Voilà, les femmes, je me rappelle maintenant. En fait, elles, ce qui est important pour elles, c'est de venir en duo, de venir avec quelqu'un, et pas c'est plus compliqué pour elles d'aller seules, que les hommes, c'est pas un souci apparemment d'aller seules. Toi, tu observes ça aussi? C'est toujours difficile de se rendre compte comme ça, juste d'un point de vue visu, quand tu regardes tes clients passer. Oui. Si tu as des gens qui sont seuls ou bien moi, si tu veux, l'avantage que je donne au bloc... Toi c'est le bloc et pas l'escalade à cordes aussi, hein, donc voilà. c'est un peu particulier, effectivement. Et la différence avec la voie, c'est que la voie, tu es obligé d'être deux. Bah oui. Non, c'est trop chiant. Si tu arrives tout seul, tu es là, il y a quelqu'un, ok, salut, on peut peut-être grimper ensemble. Ça, c'est intéressant parce que voilà, ça permet de se rencontrer. Mais le bloc, c'est que non, tu peux venir, tu peux même mettre tes écouteurs si tu veux faire un peu en mode fitness. Tu peux quand même venir t'éclater pendant 1 heure. Le côté communautaire, il se crée en fait, c'est dès le moment que tu vas sur les tapis. En gros, t'as enlevé le costume, t'as enlevé la salopette de travail. On est tous les mêmes, on va tous faire du sport. Et quand tu commences à faire du bloc, en fait, une salle de bloc, elle est pleine quand les tapis au sol sont pleins. Donc, bah oui, il faut attendre son tour. Ouais. Les salles de voile sont pleines quand il y a autant de personnes que de lignes qui grimpent. Et que ça, c'est la grande différence. Et du coup, comme on se retrouve tous au pied des blocs et qu'on doit faire ce bloc, qu'il faut se reposer peut-être 5 minutes pour pouvoir faire 20 secondes d'enchaînement,
Et ben pendant ce temps-là, tu vas dire, ah bah tiens, je t'ai vu essayer ça, essaye plutôt de faire comme ça, essaye plutôt de faire comme ça. Donc cet aspect communautaire, il va naturellement se créer. Donc c'est pour ça que ça m'étonne pas du tout que... alors tu parlais plutôt du public jeune qui cherchait la partie communautaire. C'est marrant certains reviennent pas pour enfin reviennent pas à cause d'une question de prix. Parce que quand on compare, par exemple, nos offres d'abonnement, c'est forcément on benchmark tout le marché quand on propose des tarifs, parce qu'une fois qu'on l'a établi, c'est compliqué de revenir en arrière. Mhm. Alors, au tout début, on a fait les mêmes tarifs, nos concurrents. Mhm. Ça coûte aussi cher une salle de fitness, mais ça coûte pas aussi cher que quand on construit une salle de 13 mètres de haut pour mettre des murs de voix, ou alors comme nous, à prendre 1700 mètres carrés à Mérin, puis d'y ajouter plusieurs millions d'investissements. C'est sûr. Et le prix de l'entrée, pour pouvoir rester une journée entière, si tu veux, alors sur la côte, ici, quand on Vaud, c'est 16 francs. Oh, mais personne ne reste une journée entière. Non, mais tu peux. Oui, mais ok. Mais tu vas à 1 heure ou Mais 2, tes quoi. enfants, ils peuvent rester pendant un bon moment. C'est pas une garderie non plus, hein. Bah, ils peuvent aller grimper, ils peuvent s'éclater, ils peuvent faire tout ce qu'il faut pendant que toi, tu es en train de faire du sport, ou en train de boire un verre, ou en train de faire plein de choses. Ok. Donc, si tu veux, il y a quand même... Vous entendez? Il y a un bon plan, là, pour les parents. Il y a quand même quelque chose qui a une valeur qui est assez dingue. Et en fait, on a toujours, pendant très longtemps, souhaité que l'escalade soit un sport très bon marché. Mais le problème, quand c'est très bon marché, c'est qu'on estime que ça n'a pas de valeur, alors que je pense qu'il y a une valeur. Ah oui, non, c'était juste de un dingue. frein, parce que je Ouais. pense... Après, tu sais, tu le sais bien aussi, quand tu as une famille, quand on commence... Enfin, non, Ah quand ouais. tu passes de pas d'enfants à des enfants, ça... À trouver les activités le week-end et Alors, tout il y a ça, et puis Ouais. financièrement, on est plus contraint quand même, hein. Ah bah ouais. Donc, on fait plus attention aussi à son budget, à C'est ses vrai. dépenses, etc. Ah, c'est Donc, vrai. je dis pas que l'escalade ou la grimpe, c'est un sport de riche, mais pour le coup, moi, mes enfants, ils ont Non, fait une mais c'est année. sûr. Hein. Moi, je devais quand même les amener, Il faut les amener, attendre ouais. dans le froid pendant 1 heure. Ouais, ouais. Enfin bon, si tu fais pas toi à côté, c'est... Voilà. Non, mais quand je dis ça me surprend, dans le sens, c'est pas que ça me surprend que mes tarifs soient chers ou que les tarifs des autres. C'est juste que par rapport à la globalité des sports qui sont faits, Mhm. ça reste, je trouve, un sport qui est très accessible. Et pour revenir, donc on parlait des offres famille, les offres enfants, donc Anouk, ta femme qui prend ça aussi en charge. Je suis obligée de te poser la question, vu votre parcours, vu la charge que vous êtes posés aussi les deux en termes business, fonder une famille, en plus elles sont proches, hein, vos filles, enfants assez rapprochés. Comment ça s'est passé la gestion de cet équilibre un peu vie privée, vie pro, du couple? Elle est quand même dans le business aussi, elle a investi au début. Enfin, cet aspect-là un peu couple, c'est ça. Il y a dû y avoir des moments compliqués, ou peut-être pas, hein, tu me diras. Et c'est quoi un peu les learnings, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui fait, comment vous êtes aujourd'hui? Alors moi, travailler avec ma femme, c'était génial. Je travaille toujours avec, hein, je disais travailler, mais c'est génial. Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc où tu as quelqu'un qui est de confiance absolue, où on peut vraiment être à 100% acquis à la cause. Je veux dire, en plus, Anouk, c'est quelqu'un qui est absolument fantastique dans l'escalade et à titre personnel et en tant qu'elle-même, hein, de personnes brillantes. Donc forcément, ça aide aussi beaucoup. Mais, Oui, c'est vrai. À noter que Arthur et Anouk sont deux pointures, hein, en escalade et en grimpe. alors, en pointure, en grimpe, et puis en plus, Anouk est brillante dans plein d'autres domaines de travail qui sont vraiment forcément fait que ça marche aussi bien. C'est aussi quelqu'un d'exceptionnel, donc forcément, c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'exceptionnel qu'on travaille avec. Et en plus de ça, qu'on se marie avec, bah, Bien joué, ça fonctionne. Arthur. Non, mais c'est vrai, c'est sincère dans le sens, ça fait 16 ans que je suis avec, ce serait difficile de ne pas être sincère là-dessus. Et pour le coup, on est souvent, les fois où vraiment on se dispute, c'est souvent pour le boulot. Parce qu'elle a un truc, moi j'ai un truc, je pense avoir raison, elle aussi. Et puis on a tous les deux un fort caractère, enfin fort caractère. Plutôt, on a tous les deux une force de conviction en nos idées. Et du coup, on est sûr. Mais non, pour moi, c'est... Et puis on va le défendre, puis on va aller jusqu'au bout et on va se battre pour ça. Mais pour moi, non, vraiment, c'est un atout. C'est un atout. Et tous ceux qui se disent « Non, moi, je ne travaillerai jamais avec mon mari ou avec ma femme », je leur dis « Bah, essayez, vous verrez. » Tu sais, moi, au tout début de l'aventure CalInsight, je faisais que du Cali. Et puis, Cédric, mon mari, qui est plutôt dans l'IT, me disait, mais tu payes des coûts de malade pour faire du recrutement en externalisant. Si tu veux, moi, je te crée un panel. Un panel, je ne vais pas créer un panel consommateur. Si, on va créer un panel consommateur.
Je suis là, oui, non, mais on m'a toujours dit pas travailler justement, pas s'associer avec son conjoint, on va trop bien, on va s'abîmer, tu vois. Et puis, ben voilà, il a créé le panel des consommateurs, ça a cartonné. Ensuite, il a créé l'application de sondage rémunéré, ça a cartonné. Maintenant, on fait une application de transcription de contenu audio et vidéo de manière sécurisée, ça cartonne. Et mon couple continue à bien aller. C'est exactement ce que tu as dit, en fait. On peut vraiment se reposer sur un socle solide de confiance totale où l'autre comprend tout, il sait tout et il est avec nous, quoi. Ouais. Et puis, il y a une vision commune aussi, du coup, qui se fait parce qu'on a la même valeur, on sait où on veut aller et nos objectifs aussi de vie et je parle pas forcément de la retraite, parce que c'est encore quand même vachement loin, mais on sait quand même pourquoi on le fait et pourquoi on morfle parfois et pourquoi on se bat et pourquoi on tient, quoi. C'est vrai. Je Ouais. peux pas dire mieux. C'est exactement ce que je vis aussi. Donc, c'est juste le lien indéfectible, quoi, de confiance. Et ça, ça vaut beaucoup de choses, quoi. Je veux dire, dans une relation de travail, tu le vois avec tes équipes, la confiance, c'est le socle. C'est vrai. Donc, dans le couple, c'est aussi le socle. Mais ça vaut beaucoup plus. Après, dans mon équipe, tu parles de l'équipe, c'est vrai que c'est vraiment des talents. Enfin, là j'ai ma dream team, on n'est que 5. Mm-hmm. Toi, comment tu fais vous êtes quoi, 120 ? On est 150, je crois, ouais. 150 on ne peut pas avoir 150 pépites. Ah, si, bien sûr. Si ? Ah bah, quand même. C'est quoi 150 pépites. Mais comment tu fais ? C'est quoi le secret ? Parce que tu vois, tu me parles de confiance et donc d'être entouré des bonnes personnes. Comment on fait pour arriver à gérer à la fois cette croissance en continuant à avoir des bons recrutements, une équipe qui partage nos valeurs, le mindset, cette niaque, etc., à une échelle aussi large ? Il n'y a personne qui travaille à Totem et qui accueille des clients, qui passe avec des clients, qui travaille à l'accueil à Totem sans passer par déjà un entretien avec moi. Toi, tu as vu tout le monde ? J'ai vu tout le monde. Wow. Et je les connais tous par leur prénom. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est important et d'être sûr que... Alors, il y a des gens, des fois, qui travaillent le week-end sur des aides d'anniversaire ou des choses comme ça, où là, oui. je ne les rencontre pas forcément. Oui. Mais toute personne qui travaille à l'école un jour m'a rencontré. Sait qui je suis, sait qui peut me tutoyer, sait qui peut m'appeler s'il a un problème, à mon numéro via notre système de communication interne. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qui est clairement très établi. Et mon rôle dans les entretiens d'embauche, c'est de savoir qui j'ai en face de moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui part un peu en vrille, ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de jouer un jeu? Est-ce que... Mais tu as des techniques d'assessment, tu fais remplir des questionnaires, tu vas au feeling. Non, disons, j'ai besoin de gens qui soient rayonnants, qui soient sympas, qui parlent, qui aient des rêves, C'est la personnalité, quoi. Dis-toi... Ouais. Quand je fais un entretien, je pourrais avoir la même discussion qu'on a maintenant. On a une discussion un peu, se dire, ah bah tiens, je ne vais pas lui demander quel est son avis sur ça, mais plutôt je vais lui poser des questions un petit peu. Et est-ce que cette personne, je la trouve agréable ? Est-ce que j'aurais envie d'aller boire un verre avec ? Mais exactement. Et bah si moi je me sens à l'aise avec, s'il n'y a pas un malaise, si tu vois que c'est quelqu'un qui a quelque chose en plus et tout, bah à ce moment-là, ouais, je lui donne sa chance. Mais pour moi, c'est aussi simple que ça, c'est d'avoir quelqu'un qu'on a envie de côtoyer, qui est souriant, qui est avenant, qui s'intéresse vraiment à la personne qui est en face et puis qui veut régler le problème que la personne pourrait avoir. Et si j'avais une religion, c'est je crois aux gens et je crois en l'univers. Ah, moi aussi je crois en l'univers, quand même. Hein. C'est jamais une goutte dans l'univers, c'est toujours quelque chose qui... Enfin, je veux dire, c'est une goutte dans l'univers, mais l'univers est un tout. Ouais, moi je crois aussi que tout est très systémique et que quand on donne d'une manière ou d'une autre, ça nous revient et c'est quand même équilibré, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un tout. Ouais. Donc on a des moments de montagne russe aussi en tant qu'entrepreneur, tu les vis aussi, j'imagine. Petite recette miracle à me partager pour... là, tu vois, je suis dans une période de très gros stress. Tu aurais quelque chose que tu aurais appris, soit dans ton parcours, ton expérience, ou encore récemment, là, tu es en train de terminer un MBA, donc tu vas apprendre des trucs aussi sur le management. T'as des pistes pour moi ? Alors moi, si je parle de moi, quand j'ai vraiment des gros stress, la seule chose qui me permet de survivre à ça, c'est structure, rigueur. C'est dire, ok, j'ai un moment où il faut juste que j'éteins le cerveau. La seule façon d'y arriver, c'est de dire structuré et rigoureux dans la structure. Donc je me structure, je fais un plan qui fonctionne et ensuite je suis chaque étape pour y arriver.
Puis après, quand c'est trop le bazar, parce que des fois c'est trop le bazar, il y a trop de trucs qui viennent en même temps, qui te tombent dessus comme des avalanches, ben tu vas au plus urgent. Mais je crois qu'en fait, c'est marrant parce que chaque année, je me dis, purée, mais j'avais l'impression que l'année dernière, je m'étais fait mais complètement rouler dessus. Mais cette année, je me suis fait déboîter, quoi. C'est pas possible. Je me suis fait rouler 10 fois dessus cette année. Puis j'ai l'impression que chaque année, en fait, on a acquis une capacité à gérer ce qu'on a géré. Puis que du coup, l'année d'après, on en gère un peu plus. En fait, c'est ça. Moi, je pense aussi qu'il y a de ça. On encaisse C'est quand ça. même. T'es d'accord, hein? Et en fait, j'ai pas la solution miracle. Enfin, j'ai pas de solution parce qu'en fait, Mais donc, toi, tu te dis pas, ok, stop, je vais grimper. Moi, je me dis, stop, je vais courir, toi, par exemple. ma femme, par exemple, c'est ce qu'elle fait. Elle va courir, elle va grimper. Tout passe. Même sa réflexion passe par le mouvement. Mhm. Moi, j'ai besoin de moments pour moi. Moi, j'ai besoin de deux choses. Moi, j'ai besoin d'être sur le canapé couché. Repos. Voilà, Relax. repos total. Ou alors, j'ai besoin d'aller faire la fête avec mes copains. Ok, Et ça, c'est des moments assez privilégiés pour moi. ok. Donc, ça, c'est deux aspects de ma vie très importants. Repos et fête. J'ai besoin de joie dans ma vie. En fait, je dirais que je suis capable de gérer beaucoup de choses quand ça génère beaucoup de joie. Et ça a été le plus dur dans le Covid. Ça a été le moment où en fait tout ce que tu fais, tout le travail que tu fais, ça génère que de la frustration. Mhm. Par exemple, quand j'ouvre une nouvelle salle, c'est n'importe quoi. On doit travailler à fond, je dois gérer tous les autres collaborateurs qui travaillent, on doit mettre en place la construction. Alors chaque fois on se dit, ouais, on fait un truc bien, on fait vraiment On les choses. optimise Ouais, par rapport on à la essaie fois de pas se dernière. mettre au taquet comme la dernière fois. Et chaque fois on est là, ouais, mais c'est pas possible, il faut absolument qu'on réduise les coûts. Il faut normal. Du coup, on sait que ça va être comme ça, puis on se fait pas d'illusions. Du coup, on se prépare aussi à s'en prendre plein les dents. Mais de travailler comme un dingue pour arriver à une inauguration, que je vois les enfants qui rentrent dedans, ils ont le méga sourire, et les clients ils se disent, waouh, c'est trop beau, moi je vais m'éclater, ça, juste pour ce moment-là, Mhm. ça je suis prêt à Ça tout te donner. remplit tout ton Ouais, réservoir de joie, exact. d'énergie, et tu sais pourquoi tu l'as fait. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que la partie fête, hein, c'est ce qui m'amène cette joie dans ma vie. Mhm. Et en fait, d'être joyeux, d'être content, de partager ça avec des autres, l'extérioriser, rigoler, bah ouais, c'est comme ça que que je survis dans ces moments. Donc, tu arrives encore à trouver du temps pour faire la fête. Ouais. Et des moments de jeu? Est-ce que tu as encore des moments... Ouais, bon, il y a les enfants déjà. C'est vrai que vu qu'ils sont encore... Quoique non, ça grandit. Hein, c'est quoi? 6-8? 6-8, ouais. Ouais, ça grandit aussi. Hein. Ouais, c'est des grandes demoiselles maintenant. Elles sont grandes. Et est-ce qu'elles font de la grimpe, tes filles? Elles font de la Évidemment. grimpe. Elles Évidemment. font de la grimpe. Alors, évidemment... Je me rappelle, la toute petite, une vidéo que tu nous avais envoyée, je sais pas, à la limite, elle apprenait à marcher, non mais c'est vrai, Ah ouais. tu te rappelles, elle était déjà sur les murs. Bah, mes filles, moi je dis toujours, elles ont appris à se mettre debout en tenant des prises de grimpe dans les Bah mains. ouais, c'est tellement juste. Donc elles ont toujours vécu là-dedans. Elia est née quand on a ouvert la première salle. Elle est née en juin et du coup, septembre, on a ouvert la première salle. Du coup, La relève est assurée. voilà, du coup, elle était déjà là. Alors ma femme, c'est une grande compétitrice. Elle, vraiment pour elle, la grimpe, on le fait à fond. Elle a fait de la Coupe du Monde pendant plusieurs années. Moi, j'ai appris la grimpe avec François, qui était mon coach, et puis qui était un peu mon mentor dans la grimpe, un peu mon deuxième père spirituel dans la grimpe. Et, euh, et lui, il m'a appris la grimpe un peu comme une passion, un style de vie, et pas besoin de se mettre la pression, il fallait vraiment faire quand on avait envie, quand on aimait ça. Alors moi, j'avais envie de le faire tout le temps, mais du coup, il avait vraiment ce côté-là, lui, pas du tout compétition. Mhm. Et ma femme, elle vient d'une famille plus compétitive, vraiment fait de la compète à fond. On se donne, on y va, tu fais les trucs, c'est pour gagner, quoi. Ok. Voilà, et du coup, il y a un peu ces deux mondes où moi, j'ai pas envie de forcer mes filles dans un sport qu'elles aimeraient pas, juste parce que papa, maman le faisons. Mhm. Puis d'un autre côté, Anouk, elle me dit, oui, mais on fait que ça tout le temps. Enfin, elles peuvent pas faire autre chose. Et puis elles seront certainement bonnes et performantes parce que voilà. Et en fait, alors on a essayé, du coup, c'était un peu les deux mondes où moi, je leur disais, bon, essayer. Puis au début, elles se trouvaient ça cool. Puis après, elles ont eu une phase où elles ne voulaient plus. Puis là, il y a un moniteur à Totem qu'elles adorent, qui s'appelle Mathieu. Et du coup, Mathieu et Caroline, pour Rosélie. Et du coup, maintenant, elles adorent ça, puis elles sont très très fortes. Et voilà. Puis tu vois, ça dépend toujours de l'humain de nouveau. Hein. C'est ça, Ça dépend du qui. c'est ça. Il y a le why et puis il y a le qui.
On arrive déjà, je pense même on pourrait discuter des heures. Hein. On peut y aller encore des heures, oui. Ouais, là, on va devoir couper pour les gens qui nous écoutent. Je vais pas te demander, c'est quand l'exit, c'est quoi le plan pour la suite. Moi, je peux te dire. Alors, l'exit, c'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé ma boîte, à 25 ans, 26 ans, j'avais absolument aucune notion, aucune notion de ce que ça voulait dire un exit. J'étais là, mais c'est quoi un exit? Et en fait, du coup, je demandais à mon associé, je dis, c'est quoi un exit? Il fait, t'en fiches de ça, l'exit, on y pensera quand ça sera le moment d'y penser. Puis, alors je rigole. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Il m'a expliqué au final, mais dans le sens, c'est que il me disait, aux États-Unis, tu parles jamais d'exit quand tu commences ton business. Tant que ton business, qu'en gros, tu fais un exit, tu dessines un exit que quand ton business, il est prêt à faire un exit. Mm-hmm. Bah, c'est smart, il a raison. Hein. Voilà. Mais avant ça, c'est que des plans sur la comète, Mm-hmm. ça vaut rien. Mm-hmm. Et du coup, autant se focaliser sur faire un plan concret pour que ton business fonctionne, plutôt que de penser pour dans 5, 10, 15, 20 ans de ce que tu pourrais éventuellement faire Mm-hmm. pour faire de l'argent et pour en sortir. Et il disait, si tu en parles comme ça à des investisseurs aux États-Unis, tu te fais jeter direct. Mm-hmm. Du coup, l'exit, je pourrais faire vraiment plein de plans en disant on pourrait le vendre à un fonds qui voudrait avoir du rendement quand j'aurai 30 salles. Plein de plans qui sont peut-être, mais fondamentalement, je ne sais pas. Il n'y a pas un exit qui est tout cuit comme ça qui pourrait être fait. Nous, maintenant, l'objectif, c'est de monter une grande chaîne de salles d'escalade qui soit rentable, qui soit efficace et qui fonctionne. Et pour ça, c'est de s'étendre sur le territoire en Suisse. En Suisse alémanique? Non, mais sérieux, ouais, Suisse alémanique? Bah ouais, pourquoi pas. Ok. Il y a Suisse alémanique, il y a aussi la France voisine, il y a encore quelques options aussi en Allemagne voisine, en Italie, qui laissent des options qui sont intéressantes. On s'est quand même rendu compte qu'il y a un truc en Suisse romande, c'est que par rapport à pas mal de pays européens et de villes européennes, c'est qu'on n'a pas des villes, mais des villages. Lausanne, on a 350 000 habitants dans l'agglomération lausannoise. On a 4 salles de grimpe. Mmh. C'est vrai que c'est fou. À Genève, on a... C'est très urbain aussi. Hein. Je voyais dans l'étude panel, quand même, c'est quand même une clientèle qui est plutôt urbaine. C'est ça. Et on a fait une salle de grimpe à Gland, c'est 100 000 habitants. À Vevey, il y a plus ou moins 100 000, alors un peu plus si on regarde vraiment la région. À Genève, il y a 550 000 habitants, mais... Ça veut dire que tu peux viser plein de petites villes plus périphériques dans des plus grands pays. Ben, c'est ça, et c'est que jusqu'à maintenant, il y a une autre approche de ce que nous on fait en Europe. Ils ont une approche beaucoup plus grimpe. Donc on fait de la grimpe pour des gens qui vont s'entraîner, qui veulent aller faire de l'escalade en extérieur. Nous pas, nous on fait du pur. Des fois mon associé, il aime bien utiliser cette phrase-là en disant les salles de grimpe, c'est pas fait pour les grimpeurs. Alors, moi j'aime bien dire que c'est pas que pour les grimpeurs, c'est pour tout le monde. Et c'est pour lui qui en fait c'est pour toutes les personnes qui veulent faire du sport de manière ludique, agréable, pouvoir boire une bière, prendre une pizza, prendre une douche après, sans prise de tête. Qu'on soit juste tous en même temps sur les tapis, qu'on rigole, que ce soit chouette, soit agréable. Et en fait, c'est un sport qui se fait individuel, mais qui se pratique en communauté. Mmh. Et ça, je pense que cette approche-là, elle est pas... C'est pas courant. Elle est différente, donc il y a de la place encore pour cette pratique-là. Mmh. Et quand je regarde certaines études de marché, en France notamment, c'est tous quasiment des grimpeurs professionnels qui vont grimper. Très peu d'enfants, ou alors les enfants, ils vont dans des clubs qui sont dédiés pour des enfants. Et en fait, plus dans la compète, quoi. Dans vraiment le sport pour... Soit tu commences jeune et puis tu apprends quand tu es jeune, et puis après, quand tu es adulte, tu vas faire avec les adultes. Et ça, c'est un truc que moi, j'aime bien ce côté plus populaire déjà. J'avais créé Climbmania, donc les compétitions, il y a des années où je disais toujours, je veux que le petit enfant qui commence au début de la journée, s'il a envie de rêver, de devenir grand, il a juste qu'à attendre la fin de la journée et puis il va voir les meilleurs grimper. Puis un jour, je serai comme lui. Ça, j'espère toujours réussir à maintenir ça dans mon business, faire rêver les gens. Toi, tu me parlais tout à l'heure d'un de tes mentors dans la grimpe, justement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui t'inspirent dans ton parcours ou dans la grimpe ou qui te tirent vers le haut? D'une certaine manière, j'ai mon associé qui lui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui m'a beaucoup inspiré dans l'approche business,
que moi j'ai complètement découvert. J'avais appris une école de construction, hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas cette notion-là, mais une approche qui est en construction, on essaye de construire quelque chose de stable, qui fonctionne, où on prend un minimum de risques et quand on y va, on fait les choses de manière très systématique et puis que c'est normé. Mhm. Tu vas jamais prendre 3 beaux commerciaux en l'espace de 2 ans, faire quasiment tapis avec les quelques francs que tu as, investir des millions et puis engager 100 collaborateurs pour espérer faire des millions de chiffres d'affaires. Ça, tu le feras jamais. Et ça, ce côté-là, à se dire, bon, on fait un truc ambitieux, on y croit, puis après, faire des plans qui fonctionnent et puis de réussir à le calculer et à faire en sorte que ça marche, ça, clairement, il m'a beaucoup inspiré. Et ouais, ça, lui, c'est clairement mon mentor dans la partie business. Et puis bah, François, hein, qui lui m'a beaucoup inspiré en grimpe. Parce que c'est marrant, parce que lui, la grimpe, c'est la nature, on n'y touche pas, c'est sacré. On ne touche pas les prises, on ne les refait pas, on les casse pas. On est invité. Et moi, j'aime bien un peu le côté plus compétition, rock'n'roll, un peu. Et pourtant, ces mondes-là fonctionnent bien ensemble. Et j'ai essayé tout au long de mon parcours de grimpeur et maintenant d'entrepreneur dans l'escalade, c'est de prendre le meilleur de tous ces mondes-là et de les mettre ensemble. Parce qu'en fait, je pense que tous les grimpeurs qui aiment aller dehors et qui se sentent invités dans la nature, ils apprécient faire une petite parenthèse et puis d'aller boire une bière et puis avec les copains après une petite session. J'en vois aussi des grimpeurs qui se disent bon, ben, plutôt que d'aller boire un verre dans un bar, là, ben, on va plutôt la boire à Totem parce que c'est sympa, on va croiser d'autres grimpeurs. C'est clair, c'est ce que tu disais aussi. On rencontre des gens ici qui sont comme nous, qui ont le même mindset, le même intérêt. C'est ça. Et Est-ce du que, coup, est-ce que tu te serais. Est-ce que tu aurais pu projeter il y a 10 ans en arrière, quand on s'est rencontrés, qu'on montait un peu nos business ici, que tu allais faire un article, voire plusieurs articles dans Bilan, vu qu'il y a eu article portrait sur toi aussi dans les entrepreneurs de moins de 40 ans, qui ont fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, que tu allais être commentateur sportif pour la RTS, pour la grimpe. Est-ce que tu as imaginé un jour que ça puisse arriver ? Tu l'as rêvé, tu l'as espéré ? Tu y as pensé ? Non, j'y ai pas pensé. Du coup, j'y ai pas espéré. Ce qui est mieux. Non. Et je me suis jamais trop posé ces questions, en fait. Ça arrivait parce que j'étais toujours... Ceux qui m'aiment pas diront... il n'y en a pas beaucoup qui m'aiment pas, mais ceux qui m'aimeraient pas diraient peut-être parce qu'il a eu de la chance. Et puis moi, j'ai toujours été là, j'ai toujours été à fond, j'ai toujours tout donné, je me suis toujours dépassé pour tout ce que je voulais faire. Qu'au final, ben, il y a des gens qui aimaient ça aussi, quoi, qui se disent ah bah chouette, bah pourquoi pas partager ça avec lui. Et typiquement, bah pour Bilan, c'était hyper cool parce que ben en plus de ça, ils avaient fait un autre après le panel, ils avaient refait un article justement. Et puis ça, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment incroyable. Hein. Enfin, c'est génial. J'avais été élu il y a quelques années au Forum des 100 mais oui, aussi. mais évidemment, c'est juste. C'était Fierté assez... quand même. Ah Hein. bah, clairement, j'y suis encore allé la semaine passée, là, c'est magnifique. C'est génial. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, non, j'y pensais pas. Puis tout d'un coup, ça s'est présenté. Puis je dis, ah bah, super. Tu sens de la reconnaissance quand même ? Ouais, disons, je peux pas dire que ça me rend pas fier, clairement, ça me rend très très fier et j'essaie de le prendre avec l'humilité. Non, ça me rend méga fier. Et puis je me dis, ouais, c'est super, c'est trop cool. J'ai eu ma tête dans les journaux, c'est trop bien. Bah après, je veux dire, ça change rien à mon quotidien. Ta vie, non, voilà, bien sûr. je reste toujours là. C'est marrant parce que le jour, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On disait, oh, maintenant que tu as fait tous ces journaux, que tu as une grosse boîte, tu dois un peu t'ennuyer dans ta vie. J'étais là. Faut vraiment avoir une vision assez bizarre de la chose pour penser ça. Oui, non. Et je dis, depuis mes 25 ans, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir changé. Alors oui, j'ai des enfants, mais j'ai toujours l'impression d'être la même personne. J'ai toujours l'impression de rire pour les mêmes choses, de m'éclater pour les mêmes choses, de m'extasier pour les mêmes choses. Puis franchement, à 25 ans, si j'avais pensé ça, j'aurais trouvé ça génial. Puis maintenant, à 35 ans,
quand ça m'arrive, je trouve toujours ça génial. Donc, je vais le garder tout le temps. Et puis, ouais, ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. Ça me rend très, très fier. Mais ce n'était pas un but. Mon but, c'était de faire quelque chose de grand et beau. Et je ne pense pas encore y être arrivé. J'aimerais bien encore Il y a faire encore un du petit travail. peu plus là. Il y a encore du travail Ouais. alors. Clairement, il y a encore pas mal de travail là. En tout cas, merci Arthur, franchement, ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Moi, je suis très admirative de ton parcours, je t'ai déjà dit. Je trouve que c'est assez incroyable, cette niaque depuis le début, cette détermination, c'est oser prendre autant de risques, relever les défis. Vous avez bossé comme des malades. Quand je vois tout ce par quoi vous êtes passé, chapeau à toi, à Anouk, vos associés, enfin toute l'équipe. Beaucoup de plaisir de t'avoir revu et de me dire que c'est vraiment, comme tu le disais en introduction, cet état d'esprit d'une part, la volonté de quand même voir grand et de se dire qu'on a la confiance parce qu'on a eu des parents qui nous ont dit aussi qu'on avait du talent et qu'on pouvait briller, peu importe d'où on vient, peu importe si on a été brillant ou pas dans les études, que c'est une question de personnalité. Et puis oui, il y a toujours peut-être un petit facteur chance, mais j'ai plutôt envie de dire que c'est des opportunités qui passent et on les saisit ou pas. Alors, force à toi pour la suite. Merci. C'était magnifique. Vraiment, pour moi, c'était une première en plus pour le podcast. Donc, mais ça me fait encore d'autant plus plaisir, franchement. J'étais aussi content que quand j'ai le bilan qui m'a appelé pour faire un article. Je me suis dit, ça m'a fait super plaisir de me faire inviter pour le podcast. Oh, ça me fait trop plaisir, je te jure vraiment, ça me touche beaucoup. Que du coup, j'étais très très fier de participer à ce podcast. Et puis, m'a fait plaisir de te revoir aussi, de même. Très admiratif aussi de ton parcours. C'est pas simple, il faut se battre dans la vie. Et du coup, c'était sympa de partager ce moment avec toi. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci Arthur. Merci.